Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je m'en vais vous raconter deux événements qui m'avaient interpellé à un certain moment, qui m'avaient beaucoup posé question et dont je n'ai toujours pas de réponse. Et vous allez peut-être m'aider à en trouver. Deux événements. Le premier s'est passé à Constantine en février 1975, le jour de la visite du président français Valéry Giscard d'Estaing, qui avait été reçu par le président algérien Houari Boumedienne. Et le deuxième événement avait eu lieu à Tbessa en 2002, le jour d'une visite du chef du gouvernement de la wilaya, le chef du gouvernement à la wilaya de Tbessa. Il s'est passé dans ces deux villes, et aux dates que je viens de rappeler, un même phénomène, très courant, tellement banal qu'il ne choquait plus et qui ne choque toujours pas aujourd'hui. À Constantine, tout avait été préparé pour accueillir les deux présidents. J'étais personnellement en haut de la rue Rouault de Fleury, au niveau de la place dite de la Pyramide, par où devaient passer les deux présidents, entre deux haies de gens qui attendaient depuis très tôt le matin. Les rues étaient pavoisées et les gens qui devaient faire la claque avaient été ramenés par milliers de leurs usines, de leurs bureaux, de leurs écoles, comme ça se faisait à l'époque. Au niveau de la place de la Pyramide, où je me trouvais, il y avait un grand rond-point. Regardez-le. Sauf qu'à ce moment-là, il n'était pas aussi joli. C'était juste de la terre avec quelques broussailles éparpillées. À l'époque, donc, il n'y avait que quelques petites touffes de mauvaises herbes éparses. Et je connaissais bien les lieux, la Pyramide, la rue Rolle, puisque à l'époque, c'était mon coin préféré, avec mes autres amis de Constantine, Dédine, Dos, Moussaddaq, Rano. C'était là que nous allions faire la roue et regarder passer les jolies filles. Or, quel ne fut mon étonnement, ce jour-là, de découvrir que le rond-point s'était miraculeusement transformé en très beau massif fleuri, en l'espace d'une journée, puisque la veille seulement, ce n'était encore qu'un triste tertre pelé où poussaient quelques maigres petites touffes, où les chiens errants venaient lever la patte. Regardez comment il était devenu à peu près. Hein. Ce n'est pas le même, mais regardez comme je l'ai vu ce jour-là. Je m'en rappelle comme d'aujourd'hui. Je ne comprenais pas. Et je n'étais pas loin de me demander si ce n'était pas là la baraka réunie des deux présidents qui nous avaient fait l'honneur de venir nous visiter. Quand le cortège fut passé et que la foule se débanda, j'ai voulu en avoir le cœur net et voir ce qu'il en était. Mais je ne m'étais pas encore approché du massif Fleury, qui trônait en haut de la rue de Fleury, que je vis débarquer une équipe de la voirie. Et en moins de temps qu'il ne fallut pour dire « salam alaikum », en quelques vigoureuses pelletées et brouettages, le massif et les fleurs furent embarqués dans le camion de la mairie et le rond-point reprit son habituelle apparence. En fait, les autorités de Constantine avaient estimé que ce rond-point était trop laid, trop significatif de la réalité calamiteuse de Constantine, pour être ainsi découvert par le président Boumedienne et son hôte.
cela leur aurait coûté leur place. Alors, place à l'imagination et à l'esbrouf. Ordre a été donné à l'équipe chargée du maquillage de la ville de faire en sorte que tout le long de l'itinéraire officiel, un véritable village potemkin vienne cacher la laideur des faubourgs, comme dirait Brel, et la misère des jours. Et c'est ainsi qu'un camion de gazon qui avait été fauché ailleurs, quelque part dans la campagne, fut déversé sur le rond-point. Puis vint un autre camion chargé de bouquets de fleurs qui avait été acheté chez tous les fleuristes de la région. Et de petites mains sont venues planter, piquer artistiquement l'une après l'autre des fleurs sur le gazon, y compris des roses. Si Giscard d'Estaing s'était avisé d'en cueillir une, il aurait découvert qu'en Algérie, les roses ne poussent pas sur des rosiers, mais directement et une par une sur des couches de gazon découpées à la faucille. L'autre événement, celui de Tbessa, était dans la même veine et dans la même logique potemkine. J'habitais alors la ville. 2 jours avant l'arrivée du chef du gouvernement, j'avais été étonné de voir un véritable chantier avec plusieurs entreprises à la manœuvre dans plusieurs endroits de la ville. Je n'avais pas fait plus attention que ça et je n'ai donc pas compris, sur le moment, que ces travaux consistaient à ne ravaler que les façades qui étaient visibles depuis le cortège. Les façades seulement, depuis le cortège gouvernemental qui allait passer par la ville, c'est-à-dire de l'entrée de Tébessa jusqu'à la wilaya. Quand je m'en suis rendu compte, après le passage du cortège, 2 jours plus tard, j'étais en même temps mort de rire que fou de rage. Le petit immeuble où j'habitais, sur la rue de Constantine, avait été repeint seulement du côté de la rue, visible par le chef du gouvernement. Derrière, rien ne changeait. Au contraire, on avait mis toutes les ordures derrière. Même traitement de faveur pour les trottoirs, pour les arbres et autres mobiliers urbains, qui avaient été remis à neuf pour la circonstance. Voilà. Et tous les Algériens connaissent ce genre de pratique. Maintenant, c'est de réponses à nos questions que nous aurons besoin. Et la première est pourquoi nous ne nous posons jamais de questions sur ces pratiques. Nous savons que ceux à qui elles sont destinées, à qui sont destinés ces liftings, savent parfaitement, eux, Boumedienne ou le chef du gouvernement ou le ministre, que tout a été fait non pas pour les tromper, mais pour les honorer et les conforter dans leur conviction que les autorités locales les craignent et qu'ils font tout pour convaincre les populations, la populace, comme ils disent, que les autorités supérieures ne savent rien de la dure réalité des pauvres gens, puisqu'ils sont trompés au vu et au su des mêmes pauvres gens, sans que ces mêmes pauvres gens ne protestent ni ne dénoncent. Donc, tout le monde est au courant. Les autorités qui procèdent au lifting, les grands visiteurs qui viennent visiter et les gens qui regardent passer les trains. Nous savons aussi que les autorités locales se contrefichent de ce que peuvent penser les pauvres gens de ces pratiques de maquillage. Ils s'en contrefichent au point où ils ne s'en cachent même pas et qu'ils déploient leur chantier en plein jour dans la joie et la bonne humeur. Et cela m'a rappelé la visite de l'impératrice Catherine en Crimée en 1787. En 1787. Les paysans, les serfs à l'époque, vivaient dans une misère indicible. Alors, pour épargner à la tsarine l'atroce réalité des infra-humains qui pourrissaient dans ces villages oubliés, le ministre russe Grigori Potemkin avait fait fabriquer d'immenses façades avec de très belles scènes bucoliques pour cacher la misère et la pauvreté qui ravageaient ces arrière-pays.
À chaque fois que la reine allait arriver devant un village, on mettait de part et d'autre ces grands trompe-l'œil pour qu'elle ne voit pas ce qu'il y a derrière. La question est donc, pourquoi les principaux concernés, autrement dit, nous tous, citoyens algériens, ne faisons rien pour refuser qu'on nous traite ainsi, qu'on nous traite comme des serfs du Moyen-Âge russe, qu'on nous laisse pourrir sur notre tas de fumier et qu'on ne ravale que nos façades visibles. Nos façades seulement, y compris nos façades institutionnelles. Notre président, notre Parlement, notre Conseil constitutionnel, nos généraux, que des façades. Et il ne les ravale que quand le maître des lieux nous rend visite, pour qu'il ne soit pas écœuré par nos laideurs, ni incommodé par nos odeurs. Algérie, Union européenne, un partenariat perdant-gagnant. C'est notre titre pour l'émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Idir Ounnoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Benchemouf, merci pour votre invitation. Merci. Et votre habituel partenaire, puisque nous parlons de partenariat, Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter de nouveau et bonsoir. Un partenariat perdant-gagnant. Gagnant-gagnant, on va dire. Non, avec vous, c'est gagnant-gagnant. Même nous, on est gagnant avec vous. Merci. Et notre jeune ami Wahab Hamidi, qui est de plus en plus présent dans cette émission et que nous remercions d'avoir accepté cette invitation, militant politique, consultant en finance. Merci Wahab d'être avec nous. Merci Jamal, bonsoir à vos invités. Alors, vous avez vu les images que nous venons de passer? Comment? J'ai des lunettes. Voilà. Et donc c'est avec ce pays que l'Union européenne contracte, si on peut dire, un partenariat dont ils nous disent qu'il est gagnant-gagnant. Alors, Wahab, si vous permettez, est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel sur ce qu'est ce partenariat? En fait, oui, on parle plus d'accord. Hein. C'est un accord d'association Union européenne-Algérie. Oui. Enfin, c'est pas l'Algérie. Enfin, l'Union européenne a signé plusieurs accords avec tous ses partenaires. D'accord. Donc il y a différents accords. Et l'accord qui a signé l'Algérie, c'est ce qu'on appelle accord d'association. Voilà. Donc les relations Algérie-Union européenne, enfin, parce que généralement quand on pense, nous, l'Algérie vers le nord, on pense toujours à la France, mais il faut penser Union européenne. Oui. Donc pour sortir un peu du partenariat franco-algérien. Donc les relations Union européenne-Algérie remontent juste après l'indépendance. Le premier accord, il a été signé en 1976. C'est un accord commercial.
Oui. Mais depuis, après, à partir de 1995, donc, on était rentré dans ce qu'on appelait le processus de Barcelone, donc un processus de négociation entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique du Nord. Oui. Et c'est à partir de là que l'Algérie a commencé à négocier cet accord d'association. Donc ça a duré 6 ans, les négociations ont duré 6 ans, donc 1995 jusqu'à décembre 2001. Donc l'accord cadre a été signé le 12 décembre 2001. Donc après, la signature officielle, la cérémonie officielle a été faite en avril 2002 à Valence en Espagne. Donc là, l'accord officiel avec la présence de Bouteflika à l'époque quand il était président et les représentants de l'Union européenne. Donc l'accord prévoyait un accord d'association sur plusieurs volets, mais le plus important, c'est le volet institutionnel, la première partie. La plus importante, c'est le volet commercial. Après, il y a un autre volet qui concerne les échanges culturels et d'autres aspects Donc institutionnel, marchand, si on peut appeler ça comme ça. Exactement. Et culturel, au sens large. Éducation nationale. Ouais, voilà, et autres rubriques du genre. Exactement. D'accord. Donc l'accord prévoyait de rentrer en plusieurs phases pour arriver à un démantèlement total des douaniers. Des douanes. Parce que c'est l'aspect plus important pour C'est démantèlement tarifaire. Parce que c'est le cœur de l'accord. Oui. C'est même s'il y a l'accord, la partie droits de l'homme et institutionnelle qui est aussi importante. Tout à fait, surtout maintenant, ça devient de plus en plus d'actualité, puisque l'Union européenne, le Parlement européen a fait 3 résolutions, une en 2015, une autre en 2019, et la troisième, c'était en 2020. Tout à fait, oui. Mais par rapport à l'accord commercial qui concerne surtout l'Algérie, oui. parce que vous l'avez bien dit tout à l'heure en introduction, c'est un accord perdant-gagnant. Donc l'Algérie, en fait, c'était prévu que la zone de libre-échange avec l'Union européenne allait rentrer en vigueur en 2017. Donc 15 ans... Il n'est pas encore en vigueur, M. Hamidi. Hein. Non, c'était prévu. La zone de libre-échange allait rentrer en 2017. Allait rentrer, mais elle n'est pas rentrée. L'Algérie a demandé un report, parce qu'elle n'était pas prête, de rallonger de 3 ans. Donc ça devait être rentré en septembre 2020. Oui. Tout à fait. Et donc en septembre 2020, l'Algérie a rappelé encore une fois, parce qu'entre-temps, l'Algérie a pris plusieurs initiatives unilatérales pour réduire surtout les importations, les importations algériennes. Après le choc de 2014, où il y a eu la baisse des prix du pétrole, l'Algérie a reçu un grand choc par rapport à ses finances extérieures. Donc il y a eu beaucoup de mesures pour limiter les importations. Il y a eu le recours, M. Hamidi, aux licences d'importation. C'est juste pour abonder dans votre sens. Oui, tout à fait. Donc ces mesures ont été prises d'une manière unilatérale par l'Algérie, sans revenir à ses partenaires, soit l'Union européenne, soit les autres partenaires avec qui il a signé ces accords. Donc, comme je disais, normalement, l'accord de la libre-échange allait rentrer complètement en vigueur en septembre. Oui. Donc, en septembre, il n'est pas rentré en vigueur, parce que l'Algérie a encore une fois, de manière officielle, il y a eu des déclarations de Tebboune en juin, qui en disant qu'ils tiennent au protocole. Voilà. Mais la seule annonce officielle, c'était le ministre du Commerce qui en a parlé, mais pas d'une manière franche et tranchée, jusqu'à hier. Donc hier, il y a eu ce qu'on appelle la réunion, une réunion annuelle entre le Conseil de l'Union européenne et le Conseil d'association de l'Union européenne et l'Algérie. Voilà. En fait, le Conseil de l'Union européenne... Monsieur Joseph Borrell, le vice-président. Exactement. Et en fait, le Conseil de l'Union européenne fait partie des 4 institutions de l'Union européenne. Il y a le Parlement européen, il y a la Commission européenne, il y a le Conseil européen qui représente les chefs d'État, et le Conseil de l'Union européenne qui est l'organe exécutif. C'est l'équivalent du gouvernement européen. D'accord. Donc, juste pour rappeler, je vais finir sur ça, pour rappeler, par rapport aux institutions européennes, il y a des domaines de compétences qui sont réservés exclusivement à l'Europe. Et parmi ces domaines, c'est le commerce. En fait, tout ce qui concerne le commerce et les échanges commerciaux en Europe, depuis les 27 pays qui ont signé l'accord de Lisbonne, ont obligation de céder
entre parenthèses, leur souveraineté commerciale à l'Union européenne. Donc l'Union européenne, elle a une exclusivité pour tout ce qui concerne le domaine commercial, avec d'autres domaines aussi. Donc, oui. C'est pour ça qu'il y a une réunion annuelle entre le Conseil de l'Union européenne et l'Algérie, ce qui se fait avec tous les partenaires européens. Donc la réunion a été faite hier, sur la suite de laquelle il y a eu un communiqué très important à lire. Il y a eu le communiqué qui a été... Juste pour une précision, parce que c'est avec le Haut Conseil, pas avec le Conseil. Oui, voilà, non, parce que tu as dit le Conseil, voilà. C'est juste pour la petite précision. On a rectifié. Non, la 12e session du Conseil d'association. Oui, après... C'est ce qu'il disait, oui. Donc c'était la réunion d'hier qui a donné un peu plus d'éclaircissement par rapport à la non-entrée en vigueur de la zone de libre-échange. Donc il y a eu les déclarations du ministre de l'Industrie, il y a eu aussi le communiqué officiel où l'Union européenne a rappelé les engagements de l'Algérie par rapport à la question commerciale, mais aussi à la question des droits de l'homme. Parce que quand on lit le communiqué, justement. La partie de la fin, c'était un peu quand même... Justement. Brahim, il y a un volet historique à cette question. Oui. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, qui était une colonie française, a fait partie de la CE, de la Communauté économique européenne, depuis 1956 jusqu'à 1962. Dans sa conformation de naissance, oui, disons. C'était la France. Oui. Donc elle a fait partie. Pour l'acier et le charbon, précis. Oui, d'une part, pas seulement. Et pas seulement. Mais ce qui est méconnu, c'est que Houari Boumediene, à partir du moment où il y a eu la crise... En 1976. Absolument. Avait demandé la réintégration de l'Algérie à l'Europe. Oui. Et bien entendu... Dans le même temps qu'il tenait des discours ultranationalistes. Voilà. Tout à fait. Et c'est la France qui s'est opposée à ce que l'Algérie indépendante intègre l'Europe parce que ce n'était pas un pays romain. Mais les textes l'autorisaient, lui permettaient de réintégrer... Et elle avait d'ailleurs... Une précision aussi, le Maroc aussi. Non, pas autant que l'Algérie, qui a les ressortissants avait un traitement un peu spécial. Ce n'est pas la même chose. L'Algérie était la France, c'était considéré comme la France, pas le Maroc. Alors, moi j'aimerais que nous commencions quelque chose après ce bref historique, dont je vous remercie. Vous m'avez beaucoup appris personnellement. Alors, comment peut-on concevoir une association, un partenariat entre des États européens? Ils sont ce qu'ils sont. Hein. Nous savons très bien ce qu'est la démocratie, ce qu'est le véritable pouvoir de l'argent derrière. Nous savons tout ça. Mais l'un dans l'autre, des pays européens qui sont des États de droit, qui ont des institutions réelles, concrètes, réellement élues par leur peuple, qui ont des droits de l'homme réels, qui sont exercés, qui ont une séparation des pouvoirs, qui ont fabriqué leurs propres normes en termes d'économie. Comment peut-on s'associer avec un régime despotique qui tient tout son peuple en otage, qui n'hésite pas à perpétrer des carnages de population, à mettre des gens en prison, à violer tous les droits, à monopoliser tous les pouvoirs entre les mains d'une seule et même junte militaire? Comment cela est-il concevable sur un plan, j'allais dire, existentiel, d'abord, avant de rentrer dans les débats? Moi, je pense que le côté politique est très important. D'abord, l'approche politique. Quand vous voyez dans l'article 1er, il est établi une association entre la communauté et ses États membres d'une part et l'Algérie d'autre part. Fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin d'eux, etc. Dans l'article 2, ils inscrivent le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme tels qu'énoncés dans la déclaration, etc. etc. Ça, c'est l'article 2, l'article 1er. Quand on fait des accords, ça prend une dimension extraordinaire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, M. Hamidi en a parlé juste avant de commencer l'émission, et je lui ai posé la question, et je lui ai dit, quel est le volume d'exportation, d'exportation de notre énergie fossile, donc, vers l'Europe. Et il m'a annoncé, il nous a annoncé, là, que c'était 60%. Donc, on va voir donc il y a des enjeux énergétiques, il y a des enjeux sécuritaires, il y a des enjeux sur la migration, et il y a des enjeux commerciaux, évidemment.
Alors, vous avez l'image sur l'écran. Il fait de nous... Monsieur Hamidi, je vous laisse commenter si vous voulez. Allez-y, moi je reprends plus tard. Là, on voit l'importance de l'Europe en tant que partenaire commercial pour l'Algérie. Donc le schéma nous montre les échanges, les échanges commerciaux par rapport aux importations et exportations. Donc on voit bien que l'Algérie exporte 64%, enfin 64% de ses exportations vont vers l'Europe. Quand on sait que l'Algérie à 95% en export. Mono-exportatrice. Ça veut dire que toutes ces exportations, en fait, c'est du gaz et du pétrole. Exactement. Tout à fait, voilà. Et voilà, donc c'est ce qui renseigne l'importance stratégique pour les deux. Pour l'Europe. Et surtout, on voit que les importations de l'Algérie, c'est... Voilà. Et les importations, c'est la même chose. Ça veut dire c'est 53-40. Pétrole et gaz. Voilà, exactement. Et les autres importations venant d'Algérie, le jaune, il y a un le vert... différentiel de 10%, il faut le noter. En faveur de l'Algérie. Oui. Voilà. Donc après le reste, c'est parce qu'on parle beaucoup de la Chine. Oui. Mais la Chine par rapport aux importations, parce qu'on prend maintenant en raison, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a l'Europe, enfin les grands pôles économiques au niveau mondial, ce qui domine l'économie mondiale. Donc voilà, la Chine ne représente que 20% par rapport à 54% des importations algériennes. Donc, juste pour terminer, parce que c'est des enjeux protéiformes. Il y a l'économie, il y a le commerce, comme vous l'avez si bien dit, il y a l'énergie, il y a la sécurité, il y a la lutte contre le terrorisme, il y a les migrations. Oui, mais c'est l'inégalité des conformations morales, économiques, politiques. Je ne sais pas, c'est un peu le mariage de la carpe et du poisson. De la carpe et du lapin. Du lapin, pardon. Ce que je voulais dire, c'est si on doit aborder ces questions-là sous l'angle global, hors technicité évidemment, l'Europe a besoin de nous parce que pour l'énergie, pour le gaz, bon, il y a la Russie en face avec l'Europe centrale et l'Allemagne surtout. Moi, je pense que c'est un cadre global. Et je pense que le coup de massue qu'a reçu notre pays avec la résolution du Parlement européen et réitéré justement par le communiqué de presse de l'Union européenne, fait des droits de l'homme et du respect. Pourquoi c'est venu juste après? Est-ce que c'est fortuit? Moi, je pense que je ne peux pas lier les deux éléments parce que le lobbying qui a été fait par les associations, les ONG, qui sont pour la plupart décriées par les voix du pouvoir concernant les violations et les atteintes aux libertés, moi, je pense que, et je l'ai dit, je pense... je l'ai dit souvent, et Brahim, je ne sais pas si ce sera de mon avis, c'est justement la gestion catastrophique, autoritaire, même autoritaire de facto, sur les libertés, sur les droits syndicaux, sur tout ce qui concerne la vie publique et démocratique du pays, et on s'est surexposé, je veux dire, à ce genre de choses. Indépendamment, bon, je pense qu'on va revenir tout à l'heure sur le... Voilà, Brahim, à toi. J'allais dire que les visées idéologiques sont beaucoup plus importantes que les questions économiques. Je te rejoins. Évidemment que l'idée de l'Europe, et de la France en particulier, c'est de faire en sorte que le marché soit le régulateur. Donc c'est plus économique qu'idéologique. Non, oui, mais non, c'est de l'idéologie. À la limite, c'est une doctrine. Oui, bon, mais c'est de l'idéologie. Les forces du marché. C'est l'idéologie. Quand le marché régule les rapports entre les gens, c'est-à-dire que l'État, la toute-puissance de l'État, ne joue plus. Parce que les entreprises, elles, et le marché fait que l'économie circule, que le marché circule, que les échanges circulent, etc. Et nous entrons dans le néolibéralisme qui gagne le monde entier, y compris d'ailleurs la Chine du point de vue sur le plan économique, et tous les pays qui étaient fermés, y compris la Russie, tous les pays qui étaient fermés. Et il y a le marché, c'est le marché qui décide. Mais est-ce que l'État, Brahim, juste pour approfondir, c'est une question que je pose, est-ce que l'État n'est pas censé réguler les forces du marché? Non. En étant un peu keynésien, on va dire. Oui, mais c'est le keynésianisme est mort et enterré. Non, fini. Je dis, excuse-moi. C'est fini. Le marché se régule de lui-même. Non, je vous pose une question. Je ne parle pas au keynésisme. Je n'ai pas compris. Vous dites que le keynésianisme est mort, je vous dis, je ne pense pas, parce que l'Union européenne, il a adopté cette année un plan de relance à 600 milliards. Ça, c'est le Covid, c'est les conséquences du Covid. Alors, on s'explique. Le keynésianisme est mort et enterré. Du point de vue des États,
Là, c'est une relance européenne exceptionnelle. Exceptionnelle. On ne va pas revenir... Due à une épidémie imprévisible et exceptionnelle. Oui, absolument. Tout à fait. Absolument. Je crois que c'est exceptionnel. Voilà. Mais alors... allez-y, Ibrahim. Oui, non, je veux dire que les visées idéologiques et politiques, ce qui est important dans les accords d'association, bien sûr l'économie, mais c'est la politique européenne de voisinage. C'est beaucoup plus important et c'est ce qui permet... De voisinage sécurisé. Quand on dit voisinage, généralement, c'est des échanges équilibrés. Dans le cas de la crise qu'on vit, la crise mondiale qu'on vit. Oui, mais d'une part et d'autre part, sur les questions de sécurité, sur les questions politiques, sur les questions idéologiques, sur les questions des droits de l'homme, sur les questions de la démocratie, du pluralisme politique, etc. etc. C'est ça aussi, la politique européenne de voisinage. Elle est beaucoup plus importante que les questions économiques stricto sensu. Bien sûr que l'Algérie offre un marché immense à l'Europe. C'est clair. Un marché à venir. À partir du moment où les barrières douanières soient levées. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes sur la question du démantèlement des tarifaires. Et le démantèlement tarifaire, mais il y a aussi le démantèlement non tarifaire. Oui. Et le démantèlement non tarifaire est beaucoup plus important que le démantèlement tarifaire. Alors, on va y arriver. C'est juste pour expliquer ce qu'est... On va y arriver, parce que c'est une question importante. Pour donner un exemple, oui. L'Europe a des normes. Elle a des normes sur les produits qui doivent rentrer. C'est-à-dire qu'on peut vous refuser les produits que vous exportez vers l'Europe parce qu'elles ne répondent pas aux normes européennes. Et ça, c'est très important. C'est la question que je voulais poser. Mais ce que je voulais dire, juste pour rebondir dans ce que disait Ibrahim, et l'impact, non pas sur l'Europe, mais sur la composition des États européens dans leur souveraineté classique. Dans tout ce que tu dis, c'est-à-dire la sécurité, les droits de l'homme, c'est totalement impacté. Dans leur sécurité collective. Oui, sécurité collective. Si je peux me permettre, ce n'est pas la même chose, évidemment. Voilà. Parce que la Grèce, l'Espagne et le Portugal, qui étaient des dictatures, on a attendu la démocratisation de ces États pour intégrer l'Union européenne. C'est différent. C'est différent. Mais pour intégrer, pour être membre à part entière de l'Europe. Ce que l'on refuse, pour diverses raisons, à la Turquie. La Turquie, on a attendu un moment où il y avait les généraux turcs d'aller vers la démocratisation du système politique turc. Et pour que la Turquie... redevienne éligible à l'entrée à l'Europe. Voilà. Mais juste une parenthèse, la Turquie ne sera jamais européenne. Pour des raisons... Les Européens ne peuvent pas permettre aux plus grands pays européens d'être musulmans. Oui. Mais il était question, parce que les discussions de la Turquie avec l'Europe datent après la signature. Mais ça datera jusqu'à l'éternité. Je vais faire juste un croisement à ce qu'a dit Brahim là maintenant. C'est que l'adhésion, après la chute du mur de Berlin, de tout le centre de l'Europe, on va dire l'Europe du centre, et surtout l'Europe orientale, donc vers l'Est, il ne s'agissait pas simplement d'adopter aussi Maastricht, mais aussi les critères de Copenhague, c'est-à-dire stabilité, l'armée en dehors de la politique, les institutions, un état de droit et des libertés. Alors maintenant, si on digresse un peu, on translate l'accord européen, là, on translate un petit peu, non, sur le volet de Copenhague, hein, le volet politique de Copenhague. Politique, on s'explique, politique. Quand l'Union européenne, dans son article 2, nous dit carrément, là, excusez-moi de faire des redondances, le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux. C'est à peu près ce qui a été imposé dans les critères de Copenhague à l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. C'est ça, il y a eu ce croisement. Si vous permettez, je parle pour les pays baltes, et notamment l'un d'entre eux où mon épouse est originaire de cette région. Avant l'entrée des pays baltes, en particulier à l'Union européenne, il y a eu tout un processus historique. Ils sortaient d'une union. C'est l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique. Tout à fait, oui. Et ils se demandaient... C'est historique, Brahim. Absolument. Oui, tout à fait. Ils se demandaient pourquoi quitter une union pour entrer dans une autre union. Mais ils sont passés d'un extrême à l'autre. Hein, dommage, on n'aurait pas eu le temps, on aurait pu parler justement du côté historique et politique. Absolument. Pardon. Oui, je vous donne la parole. Après, j'ai une question à poser. En fait, juste parce que M. Yossi a bien précisé par rapport au démantèlement tarifaire.
c'est ce qu'on appelle les droits douaniers. Et le démantèlement non tarifaire. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle les mesures non tarifaires, officiellement. Il y a une question sur ça, nous allons en parler. Ok, voilà. Surtout parce que dans l'OMC, l'un des grands problèmes par rapport aux accords de l'Uruguay, c'est le démantèlement des mesures. Nous allons en parler. Mais moi, j'aimerais savoir. Moi, j'essaye de... Vous êtes des experts, vous allez au fond des choses. Moi, je suis un peu le... Moi, je suis là à essayer d'accrocher mon wagon à vos locomotives et de comprendre un peu, parce que je ne comprends pas tout. Alors, vous êtes modeste, pour moi, une coopération, un partenariat, à partir du moment où il va y avoir des normes, des conditions, des principes, moi, je considère que c'est par rapport à nos normes réciproques, à nos principes réciproques, à nos visions, nos perspectives réciproques, on met tout ça sur la table, on discute, on se met d'accord, on essaye de faire en sorte que la carpe et le lapin puissent un peu vivre en concubinage. Allez. Mais le problème, le problème, c'est que les normes, elles ne sont qu'européennes. Oui. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Quand l'Europe impose des normes tarifaires, par exemple, douanières, ça veut dire que de facto, si vous les acceptez, moi je suis l'Europe, vous êtes l'Algérie, vous acceptez mes normes. Oui. Ça veut dire les normes de Idir et les normes de Brahimi aussi sont out automatiquement. Exactement. Elles ne peuvent plus. C'est de la concurrence déloyale. Ça veut dire non seulement vous me faites rentrer dans votre giron, mais vous éliminez tout le reste de la planète. Il n'y a que moi qui compte. Et moi, je suis en position de dominant. Exactement. C'est un pratiquement de monopole. Je vous laisse en parler. C'est ce qu'on appelle les mesures de dumping. Enfin, indirectement. Voilà. D'ailleurs, en 2018, si vous vous rappelez bien, il y a eu Trump qui a décidé de manière unilatérale d'augmenter les taxes par rapport aux produits chinois. Chinois, canadiens, européens. Surtout canadiens. Parce que c'était le partenaire historique, voisin. Oui, mais lui, il a fait Franco de Port. Il fallait voir les réactions après. Donc, il y a une guerre au niveau mondial pour gagner des marchés, pour... c'est des mesures de protection. Mais est-ce que de ce genre de figure... Mais le problème, c'est cela, la question. Parce que là, nous sommes dans le fond du problème, et pas seulement sur le plan économique. Et c'est là où on nous impose des lois. Exactement. C'est ça, le problème chez nous, c'est la question normative. On nous fait rentrer dans un cadre. Ben oui, c'est le système normatif, y compris notre droit interne est soumis. Et alors pourquoi après ils viennent dire pourquoi vous ingérez dans nos affaires? Oui, mais c'est là. Moi je viens signer avec vous des lois, des cadres juridiques sur les droits de l'homme, sur le cas, je les viole. Alors que j'ai signé, et après je vous dis... La question du système normatif dans nos pays est d'une importance capitale, où il y a aujourd'hui, j'allais presque dire, des heurts, des confrontations. Bien sûr. Mais c'est pour pratiquement dans le bon, c'est standard international, mais pour les bonnes pratiques de production, pour les bonnes pratiques de conditionnement. Et pas seulement. Quand tu parlais du côté même dans le mode de vie. Oui, même dans le mode de vie. Et ça, c'est fondamental. Et dans le fonctionnement. Et non, ce qu'il a dit très intéressant, c'est que de notre droit, ça a impacté notre droit. On a été obligé de... Moi, j'ai des amis qui ont été dans le conditionnement. Ah ben, figurez-vous, quand vous voyez la législation européenne et la législation algérienne formulée à l'aune de ce que proposait l'Europe, je peux vous dire que c'était pareil en termes de bonnes pratiques de conditionnement. Déjà. Même dans nos rapports sociétaux, la loi européenne, les normes, le système normatif européen s'ingère, vient s'imposer dans les normes que nous produisons, parce qu'elles ne sont pas conformes. Si elles ne sont pas conformes aux normes européennes, absolument. Parce que la politique, ça nous exclut de facto. Notamment en termes de droits de l'homme, par exemple. Puisque c'est normatif. Les droits de l'homme ne sont pas objectifs.
selon une société ou une autre, une civilisation ou une autre, donc, ils peuvent être... on peut tout imposer jusqu'à des choses qui seraient inacceptables dans une société comme la nôtre. Alors, peut-être je vais donner un exemple pour illustrer réellement, c'est du concret, pour être vraiment dans le concret. D'accord. Quand vous parlez avec des Algériens, la Golf, je préfère acheter une Golf Jet en Europe que la Golf qui a été montée ailleurs. Oui. Pourquoi? Parce que les normes européennes de sécurité, pour les véhicules européens, il y a cette idée, c'est plus sûr. Donc on préfère acheter une voiture qui vient de l'Europe qu'une voiture qui a été montée en Turquie. Parce qu'ils savent qu'elle ne roule en Europe que si elle respecte les normes européennes. Ça donne à peu près l'idée de... C'est qu'elle répond aux standards européens de sécurité déjà. Alors, une autre question. C'est Brahim. Oui. Alors, pourquoi ce régime, pourquoi diable, ce régime va-t-il signer de tels accords alors qu'il va se retrouver lui-même piégé, puisque lui viole les principes des droits de l'homme et des libertés par essence, par nature? Pourquoi alors va-t-il les signer? Il doit gagner quelque part quelque chose, non? C'est moins les violations que ce qu'on va vous imposer sur la question des droits de l'homme qui vont... je vais pas oui, j'entends ce que vous dites. Demain, par exemple, disons les choses, ils peuvent parler d'homosexualité, le mariage par exemple, le mariage pour tous. Mais le problème... Ce que le Palais Bourbon va voter va s'imposer à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ce régime est-il en train de voter de telles associations, de tels contrats, alors que lui-même est piégé dans le fait que lui, dictateur par essence, par nature, et violeur des droits de l'homme et des libertés individuelles, et lui-même prédateur qui est en train de piller son peuple pour placer cet argent dans ses propres pays européens, pourquoi va-t-il se mettre une corde autour du cou en signant ces accords? L'impact sociétal, moi je ne partage pas entièrement avec Brahim. Oui, on peut en discuter, mais ce n'est pas le cœur du régime. C'est du régime. Mettons-nous dans la posture ou l'attitude où ces accords, s'ils étaient bien pensés, équilibrés, mutualisés dans l'intérêt de tous, auraient pu être, si on avait un État qui se respectait, une intelligentsia qui se respectait, une vision historique du pays, un cap économique, ça aurait pu être une chance à un moment ou à un autre. Parce qu'on ne peut pas rester avec un État qui ne normalise pas, guillemets, comme dit mon cher Brahim, et pousser à volo. Ça aurait pu être une chance, peut-être, mais fallait-il encore qu'on ait un État, une vision économique, mais vous apportez des experts. De l'eau à ma question. Donc ce régime qui n'est pas dans ce cadre, qui ne peut pas se laisser entraîner par une locomotive qui peut le mettre à un niveau européen. C'est un choix, pardon, juste terminer une phrase, c'est un choix subi, c'est pas un choix choisi de par nous-mêmes en tant qu'Algériens ou nos experts économiques. Oui, il faut rappeler le contexte dans lequel a été négocié l'accord et la période 95-2001. Il faut se rappeler que c'est dans ce qu'on appelle la décennie rouge, le Kituti. Un régime qui était aux abois, qui était pris au piège. Le rappel de Bouteflika, c'était la seule raison qu'il a été... on l'a vendu dans le cercle des décideurs, c'était de desserrer l'étau qui était sur l'Algérie. Il faut se rappeler parce qu'il y a eu des enquêtes. C'est une excellente réponse. Parce qu'il y a eu des... C'est en 99. Avant, 99, excellente réponse. Il y a eu le début des poursuites judiciaires au niveau du TPI. Absolument. Il ne faut pas l'oublier par rapport aux généraux algériens. Donc c'était dans ce contexte qu'il y a eu le retour de le régime était pris à la gorge. Ben oui, il n'avait pas le choix. Oui, il n'avait pas le choix. C'est une concession qu'aurait fait le régime. Exactement. Donc après, le 11 septembre 2001 qui est arrivé, qui a complètement chamboulé les rapports au niveau mondial. Donc voilà, il faut remettre vraiment ce contexte historique pour comprendre. C'est vrai. Juste, je vais finir, juste dire que les accords, par rapport aux questions des droits de l'homme, l'Union européenne a rappelé l'Algérie qu'elle a signé des accords. En fait, si on regarde dans l'histoire algérienne, tous les accords par rapport à la question des droits de l'homme ont été signés 89-91. C'était dans la période d'ouverture. Donc voilà, le régime, dans cette période, a signé des accords qui l'obligent après. Voilà, il s'est retrouvé dans cet état. Il était pris à la gorge, il a opté pour exactement. Voilà.
un moindre mal, gagner du temps. Pour répondre à votre question, pourquoi ce régime autoritaire, à un moment, il signe des voix. Ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. C'est exactement ça. Ça coule de source. Mais il y a une autre chose qui, elle, est économique. C'est l'endettement. C'est les emprunts. L'Algérie était, dans les années 80, asphyxiée sur le plan, asphyxiée financièrement. Oui, asphyxiée financièrement. Ces accords pouvaient lui ouvrir la porte du FMI, entre autres, des autres de Paris, le club de Paris ou le club de Londres. D'accord. Juste peut-être pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent, c'est quoi la différence, pourquoi on parle de club de Paris. Absolument. L'Europe, c'est plutôt le club de Paris. Enfin, ça regroupe les États, les institutions européens. Non, les États. Les États qui prêtent. Qui prêtent. D'accord. Et le club de Londres, c'est des privés. Ça peut être des banques privées, ça peut être que les gens comprennent. D'accord. Donc il y a toutes ces considérations-là qu'il faut effectivement faire entrer en ligne de compte pour que le pouvoir d'Alger, qui était asphyxié à tous les niveaux sur le plan effectivement politique. Mais après, pourquoi il n'a pas répudié ces approches, si il ne pouvait plus rétropédaler parce que il était aussi le pouvoir d'Alger. Bon, bien sûr, le prix du pétrole n'avait pas cessé de monter, et sa préoccupation essentielle, c'était aussi de satisfaire les besoins. Et de ne pas se faire des ennemis aussi. Ben oui, évidemment. Mais le problème, c'est que finalement, même s'il s'est engagé dans cette voie d'association avec l'Union européenne, finalement, il n'a rien conclu du tout. Au contraire, le peu qu'il a signé, il est en train de le violer tous les jours. Et quand on lui rappelle ses devoirs, il crie à l'ingérence. Finalement, sur le plan des principes des droits de l'homme, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se débattre, de battre le rappel de toutes ses troupes pour dire ils sont en train de s'ingérer dans nos affaires. Mais sinon, sur un plan économique. Et nous allons là revenir sur ces démantèlement forfaitaire. J'aimerais que vous nous expliquiez. Non tarifaire. Le tarifaire. Pourquoi? Quelle est cette différence entre démantèlement tarifaire et démantèlement non tarifaire? En fait, les tarifaires, c'est le droit de douane. Donc voilà, quand moi j'achète, quand j'importe, donc le pays, j'applique, je veux dire 15%, 20% ou 5% de la marchandise importée ou du produit importé, je le prends, c'est l'État. Je prends, c'est les droits de douane. Mais il y a une autre manière, c'est ce qu'on appelle les mesures non tarifaires. Il y a deux grandes familles de mesures non tarifaires. Il y a les mesures technologiques, reliées aux normes de sécurité technique. Après, il y a les mesures sanitaires et phytosanitaires. Ça, c'est les deux grandes mesures. Et ça, c'est un problème. C'est pas un problème, mais c'est le cœur des négociations à l'OMC. Les accords de l'Uruguay veulent aller vers vraiment avoir un marché normalisation mondiale. Mais ça, c'est par exemple, quand on achète un produit européen, peut-être, si vous savez, le réflexe, surtout quand on achète un produit électronique ou surtout pour enfants, les jouets, moi j'ai le réflexe de regarder ce qu'on appelle le CE. C'est à la norme européenne. Conformité européenne. Donc je me dis, c'est sécurisé, je peux le donner à un enfant et je vais jouer. Ça, c'est énorme. On peut dire que oui, c'est pour protéger le consommateur et tout. Mais il y a une arrière-pensée derrière. C'est protéger d'une manière indirecte la production des États européens. Donc, moi, Par exemple, des jouets qui se fabriquent en Chine, même si c'est les mêmes, s'ils n'ont pas le fameux CE, ils ne sont pas achetés. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez rappelé tout à l'heure par rapport à vos amis en Algérie. Moi, je connaissais quelqu'un qui est un commerçant en Espagne, vu que la communauté algérienne a beaucoup agrandi en Espagne. Il s'est attaché à Hamoud Boualem, tout simple. Donc le monsieur a importé beaucoup de conteneurs d'un coup en Espagne, Hamoud Boualem. Il arrive au port de Valence, je pense, c'est Valence ou par Barcelone. On lui bloque la marchandise parce qu'il n'a pas le certificat de conformité sanitaire. Donc on lui bloque et le mec s'est retrouvé en faillite du jour au lendemain. C'est pour donner un exemple concret. Ça, c'est du concret. Alors que le Hamoud, il est consommé en Algérie, il n'y a pas de problème, on ne tombe pas malade. Pour dire... la question du démantèlement tarifaire. L'Algérie perd beaucoup. Elle perd entre 8 à 9 milliards de dollars de taxes.
8 à 9 milliards par quoi? Par an? Oui. Vous êtes sûr? Oui, absolument. C'est énorme, ça. De taxes, oui, mais moi je vous le dis, de taxes sur les produits Importés d'Europe. Oui, que les Européens exportent. C'est 8 à 9 milliards. C'est énormissime. Voilà. Ouais. Donc c'est cette manne-là qu'elle veut absolument préserver en faisant, j'allais dire, du saute-mouton. Du dumping. Non, pas du dumping. De repousser les échéances de l'entrée en vigueur du démantèlement tarifaire. Ah, d'accord, oui, je comprends. Mais il y a une histoire aussi de ce que disaient Brahim et M. Hamidi aussi, c'est que dans le dérèglement tarifaire ou le démantèlement tarifaire, c'est par secteur d'activité. C'est pas global. C'est-à-dire ça englobe tous les segments sur le matériel médical s'étend, c'est tellement compliqué, tellement varié. Alors, une question... Mais ça impacte aussi le fait que ce démantèlement sur les petites entreprises algériennes qui produisent le même produit, peut-être pas avec la même qualité, mais qui reviendraient plus cher aux fabricants algériens qu'à ceux qui sont importés. C'est énorme, c'est-à-dire que les entreprises algériennes, celles qui émergent ou qui essaient d'émerger, n'ont plus la possibilité d'exporter leurs produits. C'est la question que je voulais poser. C'est exactement Alors, ça. la norme européenne, par exemple en termes phytosanitaires, parlons-en. Nous, notre chance à l'avenir, c'est de pouvoir exporter nos produits agricoles. C'est notre principale planche de salut. Il n'y a rien d'autre à part le tourisme, le tertiaire, un peu de ceci, de cela. Mais l'agriculture, c'est notre planche de salut. Et nous avons les capacités de faire de la vraie agriculture, très beaux produits, etc. Le problème est qu'en termes de normes européennes, nous sommes absolument à l'antithèse. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous savez, ici en Europe, par exemple, vous achetez les tomates. Le contrôle phytosanitaire qui entoure, même s'il est très déficient par rapport aux normes réellement sanitaires. Mais par exemple, les produits chimiques, vous arrêtez d'en répandre, je ne sais pas combien de jours avant la récolte. Une fois que vous récoltez, voilà comment vous faites faire vos bains à la tomate. C'est toute une procédure qui fait qu'il y a un minimum de produits chimiques dans la peau de la tomate et dans la chair de la tomate. Chez nous, la tomate, si vous pouviez la peser chimiquement, c'est 50% de produits chimiques. Ça veut dire la dernière heure, au moment de la récolte, il met encore des produits chimiques. Et la preuve, c'est que tous les produits agricoles que nous réussissons à exporter nous reviennent. Si tant est que nous trouvons de temps en temps une possibilité. Alors, si nous allons vers un tel contrat, j'allais dire, un tel partenariat, ça veut dire que nous allons recevoir toutes les importations européennes, puisqu'elles sont aux normes européennes, et nous ne pourrons rien exporter du tout. Il faut se mettre aux normes. Tout à fait. Et se mettre aux normes européennes, il faut peut-être 20 ans, 30 ans. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça, c'est réduire les produits phytosanitaires. Oui, ça va être de manière mondiale. Au-delà de ça, c'est qu'il faut bien qu'à un moment, on rentre dans le moule. Pourquoi nos voisins marocains exportent-ils alors ? Pourquoi nous ne pouvons pas l'exporter ? Nos voisins tunisiens. Nos voisins tunisiens. C'est toutes ces questions-là. Et je crois que même, et je pose la question à M. Hamidi ou à Brahim, est-ce que l'Union européenne, dans le cadre de ce partenariat, n'alloue pas des budgets pour justement normaliser tout ce qui en amont ? Il y a eu dans le c'est pas grand-chose, entre parenthèses. Le MEDA 1, MEDA 2, MEDA 3, c'était de la contrepartie de l'accord pour accompagner les entreprises algériennes pour d'essayer de se mettre à niveau. Mais pour se mettre à niveau, c'est immense, ça, c'est pas un petit truc, ça, c'est immense. C'est quand vous parlez de l'agriculture algérienne, la mettre aux normes, c'est un travail titanesque. Si ça doit se faire, d'abord, il faudrait que ça se fasse avec un État véritable, qui a des institutions véritables, qui a une administration, qui a des techniciens, d'abord. Qui soient débureaucratisés déjà. Ensuite, pas des compétences, et surtout du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, après, on revient toujours à la question politique. Tu vois. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de la tomate. Moi, j'ai un autre contre-exemple, c'est la fraise. Oui. Enfin, en fait, on met tellement de produits. Moi, j'ai un ami qui est un consultant agronome. Il m'a dit surtout ne pas manger la fraise quand vous voyez qu'elle est très présente sur le marché. Parce que, pour préserver
la durée de vente, voilà, la durée de vie, on met des produits et des agents conservateurs. Pour ne pas, je ne vais pas affoler les gens, mais voilà, ils ne vont pas mourir, mais voilà. C'est très, très mauvais pour la santé. Donc tout ça, si on n'a pas un État sérieux, au sens institution, loi, suivi. Au niveau des règlements. Voilà. Et, donc c'est tout un... Non, c'est pour ça quand on parle... quand on signale la dangerosité de la situation du pays, c'est pour ne pas faire de l'alarmisme, juste pour faire, mais vraiment attirer l'attention que on peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à gérer un pays comme ça. Pour résumer tout ça, je pense il est temps pour notre pays, pour notre jeunesse, que ceux qui viennent investir dans ce cadre précis d'agriculture, qu'on se mette aux normes universelles, universellement admises. Point barre, il faut travailler. Vous dites que ça prend du temps, mais il faut s'y mettre tout de suite. Exactement. L'agriculture algérienne aujourd'hui est globalement privatisée. Privatisée. Oui. C'est-à-dire qu'il y a... Elle est totalement. Totalement. Oui. Les terres, non. Les terres agricoles, non. C'est en concession. Non, on parle de la production. La production agricole. Les gens qui la travaillent. Donc c'est globalement privatisé. C'est-à-dire que l'État ne joue pas son rôle. C'est ça. Et il laisse faire le contrôle sur les traitements alors que sachant pertinemment que les produits vont être refusés à la frontière. Et c'est ce qui se passe. Moi, je connais relativement bien la question de la fraise, par exemple, avant ces choses-là. J'avais un ami qui était un gros producteur de blida, de fraises, et qui exportait en France. Il est décédé, que Dieu s'en âme. Ses enfants, eux, pompent aux pesticides. Et comment il a réussi à faire exporter en France? Il exportait beaucoup en France. Comment il a fait? Des contrats, parce qu'il avait des contrats, il avait un bon produit, tout simplement. Même si ça ne répond pas aux normes? Non, il répondait aux normes. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Oui. Vous nous placez dans la personne. Oui, j'ai mal compris. Première phase où il répondait, le père, qui est décédé, il répondait aux normes. C'est-à-dire qu'il avait une clientèle. Et puis les enfants, eux, pesticides, bien sûr. Ils n'exportent plus. Voilà, mais le problème est tel, le manque de contrôle est tel que ce régime, il ne dispose même pas de statistiques. C'est-à-dire, à un certain moment, il faisait tout pour camoufler les statistiques, pour empêcher que la vérité sorte. Maintenant, même quand lui demande des statistiques, il ne parvient pas à en avoir parce qu'il a tué tous les relais qui doivent converger vers lui pour consolider les recueil d'informations. Mais sinon, vous avez entendu parler du mouton de l'Aïd qui devient bleu le premier jour du sacrifice? Oui, j'ai entendu parler. La plupart aujourd'hui des moutons. Pourquoi? Parce qu'ils leur donnent des aliments du bétail qui sont destinés, je ne sais pas, au poulet ou je ne sais pas quoi. Pour les engraisser. Pour les engraisser plus vite. De la farine animale, vous voulez dire? Ils donnent de la farine animale aussi. Qui est interdit au Nord. Problème de la vache folle. C'est un principe interdit. Alors, ça, c'est même pas de la production, c'est criminel. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce sujet avant de passer au sujet suivant qui n'est pas moins intéressant? De toutes les façons, nos pays, et notre pays en particulier, y compris à l'époque où nous étions dans les industries industrialisantes, nous avons toujours obéi à des normes. On nous a vendu à l'époque les étapes de Rostow, il fallait absolument passer les 5 étapes de Rostow. Et puis notre industrie et notre économie s'est effondrée comme un château de cartes. Oui. Le décollage, on ne l'a jamais vu. On avait à peine démarré. Voilà. C'est vrai. Juste, peut-être, pour finir sur le sujet, oui. le dossier Union. C'est vraiment, ça illustre complètement la réalité de l'économie algérienne. Absolument. Parce que l'Union, c'est une entreprise publique. Entreprise nationale des industries électroménagères. C'est une entreprise publique qui respecte un certain nombre de normes pour l'importation des produits. Elle a beaucoup de normes ISO. Oui, exactement. Elle a été certifiée. C'est une entreprise publique. Je connais un peu le dossier. Et comptablement, elle suit, comme c'est en compte, il y a un minimum. Mais en contrepartie, d'ailleurs, ce qui rentrait dans ce qu'on appelait le montage, le montage des voitures, la fausse industrie automobile. Oui. Dans ce dossier parce que les CKD, SKD, ce qu'on appelle les importations liquides.
Il y a une autre partie sur laquelle on ne parle pas beaucoup, c'est les SKD, CKD des produits électroménagers. Donc le NIAM a subi pendant des années une concurrence déloyale. En fait, on importe des cuisinières, des climatiseurs. Il y a 200 fabricants d'électroménagers en Algérie. C'est pas qui fabriquent hors normes. Ils ne fabriquent pas. Ils importent des produits finis. Ils font du montage, voilà, de l'assemblage. Même pas de l'assemblage, non. Ils importent des produits finis. Oui. Des fois même, il y a eu même un scandale à un moment où pour ne pas citer la marque. Ils ont ouvert les conteneurs, ils ont trouvé, même l'emballage a été fini en Chine, alors que normalement la loi l'obligeait à avoir un taux d'intégration. Ouais. Voilà. Donc, alors eux, ils laissent 4 vis. Donc c'est ce qui a fait que le NIAM, alors qu'il a un marché, il a un produit sérieux. Il ne pouvait pas vendre. Il ne pouvait pas parce qu'il y a à côté, il y a le marché. Contraignant. Ce qu'il disait, des normes contraignantes. Déloyales. Ils n'avaient même pas à gonfler les pneus. Exactement. Voilà. Et finalement, les NIAM, ils l'ont coulé. Ils vont la brader, peut-être au dinar symbolique à un de leurs potes. Mais toutes les entreprises, il y avait des entreprises, il faut le dire, il y avait des entreprises qui marchaient. J'en viens moi-même. Oui, absolument. Sonipex, Sonitex, les Cotex. On les a assassinés, on les a tués. Ah oui. On les a démontés, on les a vendus aux copains, aux potes. Considère. Une grande, l'ancienne entreprise de l'armée qui faisait du bâtiment, je ne me rappelle plus, il s'appelle comment Sotraba. Non. C'est DNCMP. La DNC, on l'a démantelé, alors que, par exemple, quand on voit les marchés qu'on a donnés aux Égyptiens, mais c'est hallucinant, quand on voit les logements ADL, quand tu rentres dans un logement ADL en Algérie... C'est fou, hein. En fait, des produits qu'on a importés d'Égypte, quand tu regardes le sanitaire, je trouve, mais c'est pas normal. On a donné, parce que le plan de relance qui a été fait pendant les années Bouteflika, les fameux 150 milliards de dollars de plans de relance. Oui, une escroquerie totale. Voilà, une escroquerie totale. On a donné des marchés à des étrangers, alors qu'on avait des entreprises nationales qui étaient... Le DNC était performante. Oui, performante. L'exemple pas que la DNC. Du temps de Aouchiche, je me rappelle. L'exemple type de la faillite du système, et notamment du système économique, c'est Al-Hadjar. Oui. Al-Hadjar, c'est l'exemple type. Même l'autre, l'Indien, il n'a pas pu tenir. Non, au contraire. Il a faire des affaires, il a rempli les poches. Il est parti. C'est comme Orascom, l'Égyptien. Oui, tout à fait, avec le télécom, oui. Qu'on a racheté à un prix. Alors, un dernier point sur ce sujet, avant de passer au suivant, sur les droits de l'homme, les libertés individuelles, la démocratie. Dont l'Algérie est signataire des principes, des grands principes, de certains points en particulier, c'est pas l'Algérie, le régime, qui ne pourra jamais tenir. Ce sont des promesses que s'il les tenait, il se retrouverait à la porte, quoi. Mais ça, ils le savaient. Ils le savent, et même les Européens le savaient. Et comment il va faire maintenant? Et les Européens, qu'est-ce qui les empêche de lui dire « vous n'êtes pas crédible, on ne peut pas… » Ils ne le lui diront pas parce que nos régimes, pas seulement, nos régimes, nos gouvernements sont les chiens de garde. Ah, voilà. L'immigration menace, notamment la sécurité. L'affaire du Sahel. Oui, la sécurité également. La migration ou l'émigration? L'émigration. On parle aujourd'hui de la migration également, mais c'est tout ça, la sécurité aussi des pays. C'est un élément très important. Mais pourquoi l'Europe aurait-elle besoin d'un tel régime? Pourquoi elle ne ferait pas en sorte d'avoir affaire à de véritables démocraties, des États de droit, dont les citoyens n'auraient pas besoin d'embarquer dans des barques pour aller envahir l'Europe? Pourquoi ne pas créer un flux inverse dans ces vastes territoires où il y a du travail pour tout le monde? D'abord, ça prend beaucoup de temps. Et puis, on n'invite pas tout le monde à sa table. Oui. Je sais pas, peut-être, on peut rappeler l'épisode, je ne sais pas si c'est vrai, moi, par rapport à l'histoire, quand De Gaulle a soutenu le clan de Oujda parce qu'il le trouvait que c'était les plus structurés et qu'il y avait les moyens de gérer l'État. Donc, vous allez vous faire lécher par Brahim. Non, mais je ne sais pas, moi, c'est l'utile. Parce que vous allez déboucher sur Bembella, et alors là... Pour dire que, en question de stabilité, on Ouais. fait le choix de la stabilité que... Voilà, C'est vrai, C'est vrai. même pas un choix de stabilité. C'est vrai. Non, C'est vrai. c'est un choix pernicieux politique. Non, Ouais. ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu un vrai... Il n'y a pas de doute que De Gaulle a investi dans l'armée des frontières. Il n'y a aucun doute. Non, mais Je ne sais pas Il a tout fait
qu'elle prenne le pouvoir et qu'elle désigne Ben Bella comme façade. Non, on ne va pas aborder cette question. On ne va pas aborder cette question. Pas du tout. Ce que je veux dire... Non, justement. Ça y est, il a pris la montée. Il a pris la montée. Oui, justement. Et oui, le Ventoux. La question qui se pose, je sais que certains avaient demandé effectivement au général de Gaulle, en tout cas la France, d'arrêter l'entrée de ce qu'on appelle l'armée des frontières. Or, l'armée des frontières est entrée, il faut le dire, mais ça c'est une question fondamentale pour nous, comme pays devenu souverain. Oui. L'armée française ne pouvait pas intervenir parce qu'on a attendu le référendum. C'est après le référendum, c'est-à-dire que l'armée française n'avait plus d'autorité sur le territoire. Oui, mais l'armée française a aidé matériellement au déplacement des troupes. Ça peut, oui, il y a des témoignages sur ça. Donc, si elle n'a pas aidé, elle a couvert. Ou du moins, elle a couvert ou fermé les... Ce que je veux dire, c'est quand on parle d'armée des frontières... Mais on ne va pas changer de sujet. Sur l'histoire de... Là-dessus, permets-moi juste là, parce qu'il y a toujours des... Comme dit Paul Venn, un grand historien d'ailleurs, et un philosophe de l'histoire, il y a des vérités premières et des vérités vraies. Vous avez les vérités premières. Je vais aller dans la vérité vraie. Je peux vous retourner essayer d'aller dans la vérité vraie. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'histoire de l'armée des frontières, ça nous fait dériver en fait de notre sujet. Mais c'est juste pour répondre. Non, il y a une question importante qu'il va falloir que vous traitiez. Je vais aller très vite là. Est-ce qu'un jour, on doit penser l'histoire de ce pays à travers l'ALN, à travers l'armée des frontières? Est-ce que ce n'est pas temps de dire, ça ne veut pas dire que l'armée des frontières n'a rien fait, je veux dire, on lui attribue un rôle, est-ce que c'est le sien véritablement ou pas, vu l'état des maquis à l'époque, c'est un problème historique, il faut à un moment donné faire le distinguo. Mais il est incontestable que si la France n'a pas encouragé, elle est restée plus ou moins neutre à observer. Merci, mais je voulais juste dire, pour apporter de l'eau à votre moulin, c'est la même chose que pour la fameuse question de qui tue qui. C'est la même chose. Ça veut dire, qu'est-ce qui nous empêche... Pas dans la même problématique. Qu'est-ce qui nous empêche de faire la vérité dans cette histoire d'armée des frontières et de prise du pouvoir par l'armée des frontières, et le coup d'État contre le GPRA, et qu'est-ce qui nous empêche de faire une véritable enquête honnête, transparente, sincère, sur ce qui s'est passé durant les années 90. Qui a créé le terrorisme pédagogique? Qui était derrière? Qui a provoqué cette immense tragédie? Sans désigner qui que ce soit au préalable. Ça veut dire que tout ce qu'on veut, ce sont des historiens véritables, des investigateurs, des journalistes, des historiens qui vont sur le terrain, qui vont enquêter, qui vont nous dire la vérité. Ou du moins en débattre sous nos yeux, que nous puissions nous faire notre idée. Ce que je veux dire, monsieur Benchenouf, entre ce qui s'est passé dans le coup d'État contre le GPRA déjà à Tripoli, il y a eu un coup d'État. Oui, mais là, on va changer quasiment. Non, je veux dire par là, non, c'est vous qui posez la question. Oui. En disant, comparé avec la décennie noire, c'est deux axes complètement différents. Oui, mais le mouvement. Il faut une émission là-dessus. Voilà, c'est ça. Allez, non, je termine, parce que vous avez dit avec laquelle rebondir. Oui, mais terminer, sinon, d'autorité, je vais. Non, d'autorité, je suis d'accord. Ce que je veux dire, le drame, en fait, de notre pays, c'est au-delà de toutes les ruptures, elles sont faites de manière violente. Oui. Et tant qu'on n'aura pas pris la mesure que le proto-État algérien, c'est l'armée qui est rentrée et qui a pris le pouvoir, on n'aura rien compris à ce pays. C'est pour ça qu'il y a la chance de 2019, voilà, ce mouvement pacifique. Voilà, absolument, le Hirak. Oui. Alors, l'édito de la revue El Jaish. Oui. Hier, mon ami Adel Jabbar avait dit non, c'est la première fois que je n'étais pas d'accord avec lui, d'ailleurs. Il a dit la revue El Jaish, c'est destiné à ceci, il a pris très... alors que la revue El Jaish et l'édito, tout particulièrement, exprime l'avis tranché, définitif, du clan le plus fort de l'armée. Ça ne fait aucun doute. Ça, c'est pas la PS, ça, qui retire un communiqué. Alors, cet édito... À mon avis, c'est mon avis personnel, il contient il contient 2 paragraphes d'une gravité extrême, à mon avis, jamais observée depuis au moins 20 ans.
Alors, dans ce premier paragraphe, il parle de l'intérieur, de l'ennemi intérieur. Il demande aux Algériens de se tenir prêts à le neutraliser, à ne pas... Et bien entendu, tout le monde aura compris Hirak, la reprise éventuelle du Hirak. Et dans le deuxième paragraphe, il demande aux Algériens de se préparer à la guerre. Oui. Quasiment. Hein, il désigne, il ne laisse pas dans le vague. Il dit notre voisin de l'Ouest. Oui. C'est clair, c'est net. Ça veut dire, sans vouloir pour autant entrer dans cette problématique du Sahara, du Polisario, juste cette armée qui vient de faire l'acquisition, par ces temps de misère où il n'y a même plus de médicaments, de 2 milliards de Sukhoi, d'avions de guerre, qui tient un discours tambour battant. Alors, j'aimerais que vous nous disiez votre avis sur cette grave question qui, de l'avis de beaucoup d'observateurs, était déjà sur la table des décideurs depuis des mois, parce que c'est le seul moyen connu dans l'histoire de la politique lorsque les régimes sont acculés pour occuper leur peuple, pour les dévier, pour les passionner, les enflammer, leur désigner un ennemi qui pourrait faire oublier l'essentiel. Voilà, j'ai tout dit. On aurait attendu que l'édito de Jaish soit un peu moins belliqueux, je veux dire, un peu moins guerrier. Ils sont libres, évidemment, de donner le point de vue de l'état-major, du commandement militaire et d'institutions, à la limite. On aurait attendu d'abord l'expression du ministre des Affaires étrangères. Le pouvoir présidentiel n'étant pas incarné, le commandement militaire et l'institution militaire, à quoi répond ce communiqué dans une situation historique, une séquence donnée, avec cette sémantique-là? Et s'il faut croiser les sémantiques, j'ai été juste pour voir il y a 2-3 jours, ça figure plus. Quand il déclare des partis ennemis au pluriel, sans les nommer, c'est la même sémantique que le Royaume du Maroc par rapport à nous. Il parlait, c'est le même mot, d'ennemi. Oui. Or, maintenant qu'ils disent, et a mis sous condition psychologique des masses, préparez-vous à la guerre, je pense que... Moi, ce qui me parle un peu, c'est qu'on aurait pu faire parler d'abord le ministre des Affaires étrangères, ensuite le Premier ministre, et eux font leur travail normalement, leur travail d'intelligence, leur travail... Et puis dans toute crise de cette nature-là, qui peut déraper, évidemment, il y a l'escalade et il y a la désescalade. Là, ils ne donnent pas de marche arrière. Il ne laisse pas la place aux politiques pour essayer... Il n'y a que le chef d'état-major qui s'exprime et il ne cite plus le président de la République. Dans toutes ces interventions, Shangri-Ha ne parle plus de Tebboune. C'est lui qui s'exprime, c'est l'armée. Oui, à partir de ce moment-là, cet édito, est-ce qu'il vient pour nous avertir... Il aurait peut-être été plus intelligent de faire parler le ministre des Affaires étrangères, je reviens là-dessus, par rapport déjà aux Émirats, parce qu'il faut les nommer. Je vous rappelle juste une petite anecdote toute simple. L'Algérie a envoyé 2-3 avions cargo militaires en Mauritanie de l'aide. Le président mauritanien est parti aux Émirats arabes, il est revenu avec un chèque de 2 milliards de dollars. C'est vrai, quand on parle d'encerclement, de tout ça, c'est une réalité. Mais pourquoi notre intelligence n'a pas anticipé sur le démantèlement de la Libye, au-delà des frappes de l'OTAN? La Libye n'était pas un État dans le sens moderne, il n'y avait pas d'institution. Ibrahim connaît bien le problème, c'était les tribus. Pourquoi on n'a pas anticipé la chute de Ben Ali? Pourtant, on est très présent au niveau de l'intelligence en Tunisie. C'est toutes ces questions-là. Et là, maintenant, nous payons peut-être les inconséquences d'une politique mal pensée. Regardez, par exemple, je ne sais pas pour faire un public reportage pour les Marocains, mais ils sont présents en Afrique. On aurait pu profiter de la manne d'argent pour aller au Mali s'installer, pour aller au Tchad s'installer, pour descendre. Le Maroc a fait sa demande à la CEDEAO. Mais pourquoi regarder cette situation à partir de cet angle-là, de l'affrontement entre deux pays voisins? Non, moi je ne parle pas d'affrontement. Moi, la question que je pose, pourquoi l'armée algérienne, plutôt les chefs de l'armée algérienne, sont-ils en train d'agiter l'épouvantail de la guerre à nos portes à un moment pareil, à un moment de crise pareil?
je ne vais pas rentrer dans leur jeu et rentrer dans cette histoire de confrontation avec un voisin. Pourquoi non, mais la confrontation, on a une frontière qui permet depuis plus de 30 ans. Oui. Il n'y a pas d'échange. C'est des questions qui sont là, qui sont sur la table. La confrontation ne date pas d'hier. Tout à fait, elle a une histoire. Nous sommes dans une situation, de toutes les façons, depuis déjà un moment, il faut le dire, depuis 1994. Depuis 1994, qu'il y a des tensions entre les deux voisins. Oui. Les deux voisins. La situation est belligène, c'est clair. Mais derrière le discours des uns et des autres, il y a une réalité. Et vous avez abordé un peu cette réalité-là. La réalité sociale, économique, dans les deux camps. Et puis, Ider vient d'aborder l'autre réalité derrière lesquelles. Parce que l'éditorial, il a, et je reviendrai à l'idée d'Ider, l'éditorial est à consommation interne. Oui. Aussi. Il est essentiellement à consommation interne. Évidemment. Et dans la situation belligène qui est la nôtre, évidemment, les deux parties, je ne vois pas, moi, où se trouverait le théâtre d'opération entre eux. Je ne vois pas le théâtre d'opération. Ça ne se passera pas, même si nous ne devons pas aborder la question du Sahara occidental, et je ne l'aborderai pas, bien que je la connais bien. Mais ça serait le territoire du Sahara occidental. Ça ne se passera pas là. Donc l'éventualité de la guerre... Une guerre classique, frontale. Oui, l'éventualité de la guerre, pas une guerre asymétrique, est à mon avis, à écarter. La question fondamentale, me semble-t-il, c'est les coalitions qui sont en train de se former, et tu viens de faire... c'est ça la réalité qui se cache aussi derrière. Quand on n'arrive pas, c'est le cas de l'Algérie aujourd'hui, du régime, il n'arrive pas à constituer des coalitions, des alliances. Donc il essaye, de certaine manière, d'avoir un matériel bien caché à des milliards de dollars pour se constituer un arsenal, entre guillemets, national. Ceci d'une part. Et d'autre part, à mobiliser la population, sachant pertinemment que cette population lui fait défaut, il lui a fait défaut. Ça, c'est considérable. Est-ce que ce n'est pas surtout pour ça? Pourquoi? Pour détourner l'attention à un moment crucial. Je termine juste là, c'est Hamidi. Merci. Juste ça. D'autre part, les rapports, la politique extérieure d'un pays repose sur trois choses. La diplomatie d'abord. Oui. C'est vrai, la défense. Et ensuite, la coopération et le développement. Or, nous avons épuisé la diplomatie et la coopération et le développement. Nous les avons épuisés. Oui, mais surtout sur un plan intérieur. Oui. Sur un plan intérieur. Oui. Et je donnerai la... Pourquoi maintenant, à un moment précis, ce scénario dont on savait qu'il était déjà sur la table, comme dans toutes les configurations égales dans l'histoire de l'humanité, les régimes prédateurs, quand ils sont acculés, ils provoquent des guerres. C'est le meilleur moyen de détourner l'attention et d'étouffer la contestation en marche. Est-ce que ce n'est pas plutôt dans ça qu'ils sont plutôt que... Ça, c'était dans l'histoire. Oui, je pense que maintenant, vous savez, les éléments géostratégiques, ils se mettent en place, ils ont besoin de temps. Le temps est une donnée fondamentale pour la recomposition géopolitique. Comme dit Roger Caillot, notamment, il y a effectivement un vertige de la guerre dans notre région. Il y a un vertige de la guerre. Je vais vous donner la parole. Allez-y. Moi, je pense, l'édito, il faut rappeler juste, c'est un mensuel, c'est une fois par mois. Oui, une fois par mois. Donc, quand on lit, je pense qu'il est destiné déjà à la communication interne à l'armée. Oui. Je pense que c'est très important je pense qu'il y a un déséquilibre, même à l'intérieur. Si on rappelle très bien l'année passée, le chef d'état-major, Gaïd Salah, l'année passée, pendant la période de la mobilisation populaire en masse, il a fait le plus de voyages possible à l'intérieur des régions pour aller voir les officiers de terrain, les opérationnels, pour sentir la réalité de l'armée. En interne. Oui. Je pense
il y a un double intérêt pour mobiliser les troupes en interne. Parce qu'il faut savoir que l'état-major... Il y a la peur que les troupes ne se... Je me pose peut-être, je me dis peut-être il y a, avec la fragilité qui après le référendum, et la guerre des clans. La guerre des clans. Donc voilà, je pense qu'il faut mobiliser. Après, il y a notre temps, c'est destiné aux Algériens en général, parce qu'on dit mobilisez-vous par rapport contre l'ennemi extérieur, contre l'ennemi intérieur. Voilà. Et je vais finir juste sur un truc. Je pense qu'il y a le lien entre les deux sujets. Tout à l'heure, par rapport, on a parlé de l'Union européenne, et là, par rapport à cette guerre entre les deux pays, ça renseigne tout le drame de la région. Voilà, c'est que, on était parti à plusieurs pour négocier l'accord avec l'Union européenne. Peut-être stratégiquement, on aurait pu gagner. Si on avait des régimes. Alors un point. Cet achat d'armement de 2 milliards de dollars, à un moment, ils n'ont même pas d'argent pour acheter des médicaments. Est-ce que ce n'est pas, pour la junte, pour l'oligarchie qui tient l'armée, un moyen incontournable pour disposer d'argent frais, de commissions à distribuer aux cercles concentriques qui sont autour du noyau dur, parce que cela a été toujours fait comme ça. Vous savez que les achats d'armement, d'équipements et de dotations militaires en Algérie sont énormissimes, au point où on est en train de dire que la logistique n'est plus contrôlable. Il y a tellement de matériel qu'il est impossible de contrôler. Est-ce que, et je vous demanderai d'aller très vite parce que nous sommes hors temps, est-ce que cet achat d'armement tout récent n'est pas destiné à disposer d'argent frais venant des commissions d'armement sur les achats d'armement pour faire taire un peu toute cette colère qui gronde autour des premiers siècles? Je ne pense pas qu'il faille projeter... Mais très vite, parce que c'est vraiment une minute chacun. Protéger l'achat de 2 milliards, le chiffre, je ne le connaissais pas, des Sukhoi, la dernière génération. 14 Sukhoi. Parce que généralement, ces contrats d'armement font l'objet de négociations et de renégociations. Et ça prend beaucoup de temps. Il s'est trouvé qu'on les reçoit aujourd'hui. Non, ça fait un an que ça a commencé. Oui, mais là, ils ont précipité les tractations je ne sais pas s'ils l'ont précipité, pour conclure. Que ce type de négociation c'est l'État russe. Ce n'est pas des entreprises privées. Même si c'est une entreprise privée comme Dassault, le droit de veto de la présidence française est là pour vendre des armes ou pas des armes. Or, nous avons des accords stratégiques avec l'ex-Union soviétique, aujourd'hui la Russie. Moi, je ne pense pas que ce contrat soit le produit d'aujourd'hui et qu'on puisse transposer tout de suite. Quand on voit les budgets militaires des deux États, c'est énorme. C'est énorme. Le budget militaire aussi de notre voisin. Il est de moitié, je pense. Oui, mais un peu moins. Oui, mais nous, c'est quasiment la moitié. Un peu moins, oui. C'est la moitié, c'est presque 50%. C'est dire que... Non, il y a 45, je crois, non? Il y a une course, oui, à peu près. Il y a une course à l'armement qui date depuis fort longtemps. Les uns reçoivent de l'armement américain... C'est une constante de la relation. Oui, absolument. Mais... Pour revenir à l'éditorial, à ce discours, parce que c'est un discours, il y a aussi, il faut le dire, la puissance militaire de l'Algérie est reconnue. Tout à fait. Elle peut être factice, comme celle de Saddam Hussein, mais sa puissance est reconnue. Ce discours est un discours, me paraît-il, cet éditorial, dissuasif. Plutôt. Voilà. Il est dissuasif. S'il y a quoi que ce soit destiné à faire peur. Alors, le mot de la fin. Ouais, en 1 minute. Je suis désolé, il n'y a plus de temps. Désolé. Je pense, voilà... Le mot de la fin que vous voulez, sur le sujet que vous voulez. L'armée, je connais bien les chiffres par rapport aux dépenses militaires. Si on regarde l'évolution des dépenses du budget du ministère de la Défense, c'est juste, c'est pas normal. De 2 milliards en 2000, on passe à 11 milliards, un peu plus de 10 milliards. Oui. Donc voilà, par rapport aux autres budgets. C'est une évolution incroyable. C'est incroyable, oui, c'est incroyable. Et voilà, l'Algérie par rapport au PIB, ce qu'on dépense dans l'armement, c'est le 3e au niveau mondial. C'est 3e? Oui, c'est après l'Arabie Saoudite, et le Yémen. Pas le Yémen. Si, le Yémen. En 2e position, si. Par rapport, au pourcentage de PIB, pas au richesse. Et là, c'est justifié, c'est un peu justifié par rapport à la situation. Mais l'Algérie, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je suis désolé de ne pas vous donner plus de temps pour vous exprimer sur ces sujets passionnants. Merci beaucoup.
Merci Brahim Younsi, merci Wahab Hamidi, merci Dirou Nouren. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Khawal khair, slama.